D'universitaire à chef d'entreprise, voici le parcours de Viviane Paschi. Deux business angels sont venus m'aider. J'ai été lauréate du concours mondial d'innovation. C'était vraiment des rencontres entre gériatres et roboticiens. Rapprocher la robotique et la santé. Bonjour à tous et bienvenue sur Réflexion, et aujourd'hui on met en avant le parcours de Viviane Paschi, une universitaire avec près de 20 ans de carrière, et au bout de ces 20 ans-là, elle décidera de lancer sa société donc Gemma Life qui commercialise aujourd'hui Walkie, un déambulateur robotisé. Mais avant tout, il faut savoir que Walkie a été confectionné bien avant la création justement de cette société parce que c'était un des sujets de recherche de Viviane Paschi durant sa carrière universitaire en tant que maître de conférence. Mais avant tout, pour comprendre le parcours de Viviane Paschi, il faut savoir par où elle a commencé. Donc elle a commencé par un bac scientifique et à la suite de ça, elle va s'orienter vers des études plutôt très longues et techniques parce qu'en bac plus 3, elle va étudier la mécanique, en bac plus 4, ça sera l'électronique, en bac plus 5, ça sera la robotique et à la suite de ça, elle va écrire une thèse sur la robotique dans l'industrie. Donc durant cet épisode, on va essayer de comprendre comment une universitaire avec 20 ans de carrière s'est lancée dans le monde des affaires. Et par la suite, la thèse, vous avez... J'ai eu un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Oh, ça consiste en quoi? Alors c'est exactement le poste d'enseignant-chercheur, mais c'est temporaire, donc c'est un CDD pendant 1 an. Et qui m'a permis donc vraiment de me conforter sur le fait que c'est vraiment ça que je voulais faire. Et ensuite, j'ai postulé au concours de maître de conférence et j'ai intégré l'université Pierre et Marie Curie comme maître de conférence. Et après ça, ça a duré combien de temps? C'était Longtemps, longtemps, jusqu'en 2016 où j'ai fondé Gemma. Donc pendant toutes ces années, en fait, j'ai fait de la recherche. J'ai voulu m'orienter vers une robotique. Alors ma thèse était sur la robotique industrielle, donc les robots dans l'industrie, travailler sur leur capacité, sur leur performance, comment améliorer leur performance. Et à la suite de quoi, j'ai voulu rapprocher la robotique et la santé. Donc j'ai fait des projets de recherche qui rapprochaient la science du vivant et la robotique. Et finalement, j'ai ouvert donc une branche de la recherche au laboratoire où j'étais, l'ISIR, l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. Ça a duré combien de temps, cette première phase avant d'ouvrir justement Bien une dizaine d'années. Et donc après, j'ai ouvert donc cette robotique d'assistance et de rééducation. Donc l'assistance parle de robots en contact avec l'humain. Ce qui est complètement... Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de robotique d'assistance, on imagine toujours le robot qui va discuter avec l'humain, qui le voit, qui en transfère une image, qui fait de la communication, mais rarement le robot qui est en contact avec l'humain et qui l'assiste physiquement. Or, c'est ça qui m'intéressait, l'assistance physique. Ouais, c'était d'aider l'humain justement physiquement. Et quelles sont les évolutions parce que j'imagine que quand vous avez commencé, le monde de la robotique n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Voilà, oui. Donc, alors, l'assistance physique, il y a toujours eu pour les grands handicapés, en fait, lorsqu'on regarde un petit peu l'histoire de la robotique, depuis le début, c'est-à-dire fin des années 50, je pense, il y a toujours eu 2 branches, même 3 pour la France. Une qui était purement industrielle et une qui était vraiment d'assistance au handicap, c'est-à-dire des robots qu'on met sur les fauteuils des grands handicapés pour faire un 3e bras pour les aider. Ça a toujours été cette idée-là, que la robotique aide l'humain, soit dans les tâches pénibles du travail, soit parce que l'humain a des incapacités, des handicaps, et donc l'aider. Et une 3e branche qui était assez française, je pense, c'est dans le monde du nucléaire, où il y avait un autre type de robot qui s'était inventé, qui était la robotique qui allait dans les zones hostiles, c'est-à-dire irradiées. Et vous, est-ce que vous avez déjà pensé à s'orienter vers ce type de robot-là? Non, c'était vraiment pas du tout. depuis... Moi, c'était au départ la robotique industrielle et après la robotique médicale. Mais pas forcément pour les grands handicapés. Moi, c'était vraiment de la rééducation ou de l'assistance, voilà.
avec un premier projet qui était vraiment Walkie et qui a été en fait imaginé en collaboration avec des gériatres de l'hôpital Charles-Foy ici à Ivry-sur-Seine. Ah oui, du coup Walkie qui est aujourd'hui votre robot de GEMA, il a commencé à être imaginé ou réfléchi bien avant la création. D'accord. Donc ça a combien de temps à peu près pour qu'on visualise? Oh là, une quinzaine d'années avant la fondation de GEMA. D'accord. Et là, c'était vous seul qui travailliez sur ce projet-là ou vous avez... Non, il y avait des... Alors oui, au point de vue robotique, oui. Okay. Mais au point de vue... j'étais accompagnée d'un gériatre. À l'époque, donc c'était Pierre Rumeau qui est retourné à Toulouse et qui travaille maintenant au CHU de Toulouse depuis de nombreuses années, mais qui à l'époque était mon co-réfléchisseur. Sur ce projet-là, et justement, il vous a permis d'apporter le côté médical sur... Oui, plus que médical d'ailleurs, oui. Les besoins. Moi, j'étais le côté ingénieur, donc quelles solutions on peut apporter, qu'est-ce que la robotique va permettre, comment on va pouvoir le faire, techniquement parlant. Mais c'est Pierre Rumeau qui disait les besoins oui, parce que vous n'avez aucune formation du côté médical. Non, du tout. D'accord. Non. Et comment s'est faite cette rencontre-là? Eh bien, c'est mon université, en fait, qui avait eu l'idée de rapprocher les équipes médicales des équipes robotiques en disant qu'il y avait probablement des choses à faire. Et mon université avait bien raison. D'accord, donc là, on travaille ensemble, on commence à réfléchir sur un robot. Donc, c'était quoi déjà l'idée au départ? Il y avait peut-être une idée? L'idée au départ, c'était vraiment des rencontres entre gériatres et roboticiens pour qu'est-ce que la robotique peut apporter à la gériatrie. Quelle innovation on peut faire pour aider les personnes âgées et aider les gériatres. Pas que les personnes âgées, aussi aider le personnel de santé. Et Pierre avait dans l'idée donc d'augmenter les aides techniques et notamment les déambulateurs qu'il trouvait vraiment rudimentaires et donc les augmenter de toutes les technologies possibles. Donc pas seulement, alors on est parti bien sûr sur la verticalisation, mais... Qu'est-ce que vous entendez par verticalisation? Alors, comment aider quelqu'un à se lever lorsqu'il ne peut pas à l'aide d'un déambulateur classique, lorsqu'il ne peut plus tout seul. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Donc là, c'est là où on commence à réfléchir. Là, c'est vraiment l'idée d'avoir des poignées qui montent et qui assistent la personne lors du lever, donc qui est un appui constant dès la position assise. Vous prenez appui et ça vous lève, plutôt que de prendre appui sur les accoudoirs, de vous lever et d'être en déséquilibre après, de lâcher et d'aller chercher les poignées du déambulateur. Alors, comment on confectionne ça? On va aller voir les patients, on leur présente différentes solutions, on observe comment ça se passe? Ça a commencé par des campagnes de mesure avec quelque chose qui n'avait rien à voir avec un déambulateur. C'était, alors j'avais fabriqué ça, 2 planches de bois entre lesquelles on met un capteur d'effort, donc il va mesurer comment la personne s'appuie, et un capteur de mouvement qui permet de mesurer comment la personne bouge. Et donc on filmait ça et on prenait des mesures sur des patients. Et après de nombreuses mesures, on analyse les données et on regarde comment les personnes s'appuient, de quels besoins elles ont de besoins de force, donc quel moteur il faudrait mettre, où est-ce qu'il faudrait mettre les moteurs, etc., etc. Donc c'est très long, oui. Oui, ça a duré combien de temps d'abord cette première étape? Je dirais 4 ans. À 4 ans avant même de concevoir... Avant même d'imaginer à quoi va ressembler un... Enfin, si, ça allait ressembler à un déambulateur. Mais avant même de commencer à établir un cahier des charges, oui, il y a bien eu beaucoup d'analyses. Oui, d'accord. Parce qu'on avait l'idée du déambulateur, mais il fallait quand même toutes ces données-là qui permettaient de partir sur une base essentielle. D'avoir un cahier des charges, oui. Mais jusqu'à là, on a compris les points de départ de la création de son robot Walkie, mais je me suis posé la question, quel a été l'événement qui a fait basculer son parcours et qui l'a fait passer d'universitaire à chef d'entreprise? En fait, ça a été une opportunité, on va dire. Un de mes collègues et associés d'ailleurs m'a dit que ça serait bien que je lance le concours mondial d'innovation. Ça, c'était en 2015 et j'ai été lauréate du concours mondial d'innovation. Et une fois qu'on est lauréat du concours d'innovation, eh bien, on a des subsides, on a une subvention pour lancer son entreprise. Et donc, j'ai lancé l'entreprise, voilà,
pour être sûr que Walkie, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui Walkie, mais qui à l'époque s'appelait pas Walkie, il avait des tas de noms qui dépendaient en fait du projet en question, il avait le nom de son projet, pour être sûr de le retrouver dans la vraie vie. Et maintenant qu'elle a créé son entreprise, je me suis posé la question, quelle est sa vision sur le management? Chacun a ses compétences. Et je pense que c'est l'écoute et la discussion qui doivent de toute façon être primordiaux. C'est-à-dire, on écoute celui qui a la compétence et on pose des questions et on interagit. Alors, à GEMA, pour l'instant, on n'est pas une grosse équipe. Vous êtes combien? On est 5 pour l'instant, donc voilà, et il y a des alternants. Donc les alternants ont des questions et on les écoute et on répond, mais il n'y a pas vraiment de hiérarchie, ça c'est sûr. C'est plutôt qui apporte sa compétence, quelles sont les questions et comment on met l'écoute et la discussion. C'est vous qui vous êtes occupé de tout le recrutement de GEMA? Oui. Oui, jusqu'à présent, oui. Mais Sébastien qui m'accompagne, qui est mon complémentaire un petit peu, puisqu'il s'occupe vraiment de toute la partie intelligence et système embarqué, va se charger des recrutements dans son domaine, donc dans sa compétence, et moi dans ma compétence. Seulement, il y a un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé et qui est quand même central dans la création d'une entreprise, c'est l'argent. Donc je vais poser la question, au départ à la création de GEMA Life, où est-ce qu'elle a trouvé les premières sommes d'argent? On a fait une première levée de fonds et là, donc ça c'est au bout d'1 an et demi je pense, 1 an, deux business angels sont venus m'aider et ils sont devenus donc des partenaires de poids, donc des actionnaires mais pas seulement, des associés. Et donc Gilles Ordestein et Gueltas Radenac qui m'accompagnent toujours, voilà, et qui sont partie prenante dans GEMA. Et qui m'ont complètement complété puisque l'un est plutôt directeur financier et l'autre plutôt partie opérationnelle industrialisation. D'accord. Et vous êtes que passé par des business angels ou vous avez aussi essayé d'aller chercher des fonds d'investissement? Alors, les fonds d'investissement, en fait, on n'est pas allé en chercher. On a fait, pour la première levée de fonds, on a fait du crowdfunding avec la plateforme SoWeFund et des business angels. Maintenant qu'on a sa vision sur le management, maintenant qu'on est au courant de où est-ce qu'elle a trouvé l'argent, je me suis posé la question, durant la création de son entreprise, quels ont été les moments difficiles, toutes les difficultés qu'elle a rencontrées? J'imagine qu'il y en avait plusieurs. Oui, plein. Lever des fonds, ça c'est une grosse difficulté pour une start-up. Aboutir à un prototype qui soit commercialisable et à lever tous les verrous technologiques et vraiment arriver à avoir un produit qui soit le moins cher possible, qui soit complètement optimisé et qui fonctionne. Mais maintenant qu'on a une vue d'ensemble sur le parcours de Viviane Paschi, je lui ai demandé vers quoi elle aspirait pour l'avenir. Un grand atelier qui construit beaucoup de Walkie qui sont devenus de plus en plus intelligents et avec de plus en plus de fonctionnalités et surtout beaucoup de personnes âgées qui puissent les utiliser et qui restent debout, autonomes et en lien avec les autres le plus longtemps possible.